Une fillette disparue de son jardin en 1999. 7 ans plus tard, son père trouva ceci cousu à l'intérieur de son sac à dos. Jean Dubois poussa la boîte en carton vers la lumière qui filtrait à travers la fenêtre à meneaux de la chambre. 7 ans s'étaient écoulés depuis que Sophie avait disparu du jardin de derrière de leur maison à Saint-Émilion, et enfin, Marie avait accepté de donner les affaires de leur fille à l'église Saint-Émilion. Le sac à dos rose de Sophie gisait au fond de la boîte, taché par le temps et l'humidité. « Jean, as-tu fini avec les affaires là-haut » cria Marie depuis la cuisine, où elle préparait une confiture maison pour le petit déjeuner. « Presque » répondit Jean, prenant le sac à dos entre ses mains. Le cuir synthétique s'était durci et les sangles étaient usées. Sophie avait 8 ans lorsqu'elle disparut le 15 août 1999. Elle jouait dans le jardin de derrière, entourée de vignes et de lavandes, pendant que Marie préparait un coq au vin pour le dîner. Quand Marie était sortie pour l'appeler, Sophie n'était plus là. Jean ouvrit les compartiments du sac à dos. Il trouva quelques crayons cassés, une gomme usée et des feuilles de papier froissé remplies de dessins enfantins. En essayant de lisser l'intérieur, il sentit quelque chose d'étrange. Le tissu se gonflait de manière irrégulière, près de la couture inférieure. Il prit une paire de ciseaux sur le bureau et coupa soigneusement la couture. Ses doigts touchèrent quelque chose de métallique et froid. Il sortit un petit objet enveloppé dans du plastique transparent. C'était une clé dorée avec un numéro gravé, 247. « Qu'est-ce que c'est » murmura Jean, tournant la clé entre ses doigts. Il n'avait jamais vu cette clé auparavant. Sophie n'avait accès à aucun casier ou coffre-fort nécessitant une telle clé. Jean déroula complètement le plastique. À côté de la clé, il y avait une petite note pliée, écrite d'une écriture enfantine. « Papa, si tu trouves ceci, cherche dans la sacristie. » Est-ce le cœur de Jean s'arrêta. L'écriture était sans aucun doute celle de Sophie. Il avait suffisamment aidé avec ses devoirs pour reconnaître son écriture enfantine. Mais quand avait-elle écrit cela? Et pourquoi était-ce caché dans son sac à dos? Jean descendit les escaliers en courant. Marie nettoyait les assiettes du petit déjeuner, encore odorantes de croissants et de café au lait, lorsqu'il entra dans la cuisine, la clé à la main. « Marie, il faut que tu vois ça » dit Jean en lui montrant la clé et la note. Marie laissa tomber l'assiette qu'elle essuyait. La porcelaine se brisa sur le sol carrelé. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le sac à dos de Sophie. » C'était cousu à l'intérieur. Marie prit la note de ses mains tremblantes. « C'est son écriture, Jean, mais quand a-t-elle pu écrire ça, et que veut dire cherche dans la sacristie ?» Jean se remémora les jours précédant la disparition de Sophie. Elle avait participé au cours de catéchisme à l'église Saint-Émilion. Le père Étienne Fournier avait loué son dévouement et son intelligence. Sophie se rendait à l'église 3 fois par semaine pour les leçons. « Nous devons aller à l'église, » dit Jean, glissant la clé dans sa poche. « Nous devons découvrir ce que cette clé ouvre, Jean. » 7 ans ont passé. La police a tout enquêté. L'inspecteur Antoine Martin a dit que Sophie s'était probablement perdue dans les Landes, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps, Marie, et ils n'ont jamais expliqué comment une fillette de 8 ans a pu disparaître de notre jardin sans laisser de traces. Jean se rappela l'enquête initiale. L'inspecteur Antoine Martin était arrivé cette nuit d'août. Il avait posé des questions simples. À quelle heure avait-il vu Sophie pour la dernière fois? La famille avait-elle des ennemis? Y avait-il des étrangers dans le quartier? La recherche avait duré 3 semaines. Des volontaires de toute la communauté avaient ratissé les landes environnantes. Les chiens pisteurs avaient perdu sa trace sur la route départementale. Il n'y avait aucun signe de lutte dans le jardin. Aucun témoin. Le père Étienne nous a consolés pendant ces jours terribles, dit Marie. Il nous a dit que Sophie était dans un endroit meilleur, que Dieu avait un plan. Jean hocha la tête, se souvenant des visites du prêtre. Étienne Fournier avait été ordonné seulement 2 ans avant la disparition de Sophie. Il était jeune, charismatique, et avait revitalisé la communauté religieuse de Saint-Émilion. Les enfants l'adoraient. Te souviens-tu si Sophie a mentionné quelque chose à propos d'une clé ou d'avoir caché quelque chose dans l'église, demanda Jean. Marie secoua la tête. Mais je me souviens que, durant ces dernières semaines, elle était différente, plus silencieuse. Quand je lui demandais comment se passaient les cours de catéchisme, elle disait seulement qu'elle apprenait des secrets importants. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. À l'époque, il avait interprété les paroles de Sophie comme celles d'une fillette de 8 ans dramatisant ses leçons religieuses. Maintenant, elles prenaient un sens complètement différent. Allons à l'église maintenant, dit Jean, saisissant les clés de la Citroën 2CV. L'église Saint-Émilion se dressait au centre du village, son architecture gothique dominant la place du marché. Jean et Marie arrivèrent pendant la messe de midi. Le père Étienne Fournier officiait le service, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Jean attendit que la messe soit terminée et que les fidèles se dispersent. Puis il s'approcha de l'autel où le père Étienne rangeait les objets liturgiques. «
Père Étienne, dit Jean, je dois vous parler de Sophie. Le prêtre se retourna. À 35 ans, Étienne Fournier conservait la même apparence juvénile qu'il avait 7 ans auparavant. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, et ses yeux sombres affichèrent une expression d'inquiétude immédiate. Jean, Marie, qu'est-ce qui vous amène ici? Avez-vous des nouvelles de Sophie? Jean sortit la clé de sa poche. J'ai trouvé ceci cousu dans le sac à dos de Sophie, avec une note qui dit de chercher dans la sacristie. L'expression du père Étienne changea subtilement. Jean, qui avait observé les réactions des gens pendant ces temps de recherche infructueuse, remarqua immédiatement le changement. Les yeux du prêtre se dirigèrent brièvement vers la porte de la sacristie avant de revenir à la clé. Je ne comprends pas, dit le père Étienne. Quel genre de clé est-ce? J'espérais que vous me le diriez, répondit Jean. La note est écrite de l'écriture de Sophie. Elle dit de chercher dans la sacristie. Bien sûr, vous pouvez chercher, dit le père Étienne rapidement. Mais il n'y a rien dans la sacristie qui nécessite cette clé. Nous n'avons que des armoires pour les vêtements liturgiques et les objets sacrés. Marie intervint. Père, vous souvenez-vous si Sophie a mentionné quelque chose à propos de cacher quelque chose ou d'un secret pendant ses derniers cours de catéchisme? Les enfants parlent toujours de secrets, répondit le père Étienne. Cela fait partie de l'imagination enfantine. Sophie était une fillette très créative. Jean étudia le visage du prêtre. Il y avait quelque chose dans son ton, une formalité qui n'était pas présente pendant les jours de la recherche initiale. À l'époque, le père Étienne avait été chaleureux, réconfortant, il avait pleuré avec eux. Maintenant, il semblait distant, presque prudent. Pouvons-nous voir la sacristie maintenant, demanda Jean. Bien sûr, suivez-moi. Le père Étienne les conduisit vers la petite pièce derrière l'autel. La sacristie contenait 2 grandes armoires en bois, plusieurs tiroirs et des étagères remplies de livres religieux. Jean examina chaque surface, cherchant une serrure correspondant à la clé numéro 247. Je ne vois rien que cette clé puisse ouvrir, dit Jean après plusieurs minutes. Comme je vous l'ai dit, répondit le père Étienne, peut-être que la note fait référence à quelque chose de symbolique. Les enfants parlent souvent en métaphore lorsqu'il s'agit de sujets religieux. Marie s'approcha d'une des armoires. Puis-je regarder à l'intérieur? Bien sûr. L'armoire contenait des vêtements liturgiques suspendus à des crochets, des calices en argent et des boîtes de différentes tailles. Marie vérifia chaque boîte, mais aucune n'avait une serrure correspondant à la clé. Jean se dirigea vers la deuxième armoire. Elle contenait des livres, des documents de l'église et des registres de baptême et de mariage. Au fond, il y avait une boîte métallique grise. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Demanda Jean. Des documents administratifs, répondit le père Étienne. Des registres financiers, de la correspondance avec le diocèse. Jean examina la boîte. Elle avait une serrure simple, mais elle ne correspondait pas à la clé dorée qu'il avait trouvée. Père Étienne, dit Jean en se tournant pour faire face au prêtre, y a-t-il un autre endroit dans l'église où Sophie aurait pu cacher quelque chose? Un endroit qui nécessiterait une clé comme celle-ci? Le père Étienne regarda la clé à nouveau. Jean remarqua que les mains du prêtre tremblaient légèrement. Je ne vois aucun endroit, dit le père Étienne. Mais si vous voulez, vous pouvez fouiller toute l'église. Vous avez mon autorisation complète. Jean et Marie passèrent l'heure suivante à examiner chaque recoin de l'église. Ils vérifièrent les confessionnaux, les bancs, le chœur, même la petite chapelle latérale. Ils ne trouvèrent rien qui nécessitait la clé numéro 247. En rentrant chez eux, Jean ne pouvait se débarrasser de l'impression que le père Étienne avait été nerveux pendant leur visite. As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement du père Étienne? Demanda Jean à Marie. Il était plus réservé que d'habitude, admit Marie. Mais 7 ans ont passé, Jean. Peut-être qu'il est prudent pour ne pas nous donner de faux espoirs. Cette nuit-là, Jean ne put dormir. Il tenait la clé dans ses mains, étudiant chaque détail. Le numéro 247 était gravé avec précision. Le métal était de bonne qualité, pas le genre de clé bon marché utilisé pour un jouet ou une boîte simple. Il se leva et alla à l'ordinateur. Il chercha des informations sur les serrures et les clés sur Internet. Après plusieurs heures, il découvrit que des clés similaires étaient couramment utilisées pour des coffres-forts, des casiers de stockage et des archives confidentielles. Jean imprima plusieurs pages d'informations et les étudia attentivement. Une chose était claire, la clé 247 était du type utilisé pour accéder à quelque chose d'important, quelque chose que quelqu'un voulait garder sécurisé et caché. La question était, qu'avait découvert Sophie qui était si important pour qu'elle cache une clé dans son sac à dos? Et pourquoi avait-elle spécifiquement mentionné la sacristie dans sa note? Jean décida qu'il devait parler à nouveau avec l'inspecteur Antoine Martin. Si Sophie avait laissé cet indice intentionnellement, cela signifiait qu'elle avait anticipé un danger. Et si elle avait anticipé un danger, cela signifiait que sa disparition n'était pas accidentelle.
Jean arriva au commissariat de Saint-Émilion à 8 heures du matin. L'inspecteur Antoine Martin buvait un café dans son bureau lorsque Jean frappa à la porte. « Jean Dubois », dit Martin en se levant pour lui serrer la main. « Je ne t'ai pas vu depuis, ça doit faire 3 ans. »« Inspecteur, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Jean posa la clé et la note sur le bureau de Martin. L'inspecteur prit les 2 objets et les examina attentivement. « Où as-tu trouvé ça ?»« Cousu à l'intérieur du sac à dos de Sophie. Ma femme et moi donnions ses affaires lorsque je l'ai découvert. » Martin lut la note plusieurs fois. L'écriture semble être celle d'une enfant. « Es-tu sûr que c'est celle de Sophie ?»« Absolument sûr. J'ai aidé avec ses devoirs pendant des années. Je reconnais son écriture. » Martin se renversa dans son fauteuil. À 48 ans, il avait enquêté sur des dizaines de cas de personnes disparues dans la région. Le cas de Sophie avait été l'un des plus frustrants de sa carrière. « Jean, j'ai revu le dossier de Sophie la semaine dernière. Je revois toujours les cas non résolus. Il n'y avait aucune preuve d'enlèvement, pas de demande de rançon, pas de témoin de quoi que ce soit de suspect. Mais cette note change tout, insista Jean. Sophie savait quelque chose. Elle a caché un indice. Martin prit le dossier de Sophie dans ses archives. Les pages jaunies contenaient des témoignages, des photographies de la scène et des rapports de recherche. Revoyons les faits, dit Martin en ouvrant le dossier. Le 15 août 1999, Sophie Dubois a disparu de son jardin de derrière entre 18h30 et 19h. Sa mère Marie préparait le dîner. Son père Jean était au travail. C'est exact, confirma Jean. Il n'y avait aucun signe de lutte. La porte du jardin était ouverte, comme toujours. Les voisins n'ont rien vu ni entendu d'inhabituel. Martin tourna la page. Nous avons interrogé toutes les personnes qui avaient été en contact avec Sophie dans les semaines précédant sa disparition. Cela inclut ses instituteurs, ses camarades de classe, les voisins et le personnel de l'église. Que disait-il du père Étienne ? Étienne Fournier a été ordonné en 1997. Il est arrivé à Saint-Émilion en janvier 1998. Les paroissiens le décrivaient comme dévoué, charismatique, particulièrement bon avec les enfants. Il n'y avait ni plainte ni rumeur négative à son sujet. Jean hocha la tête. Avez-vous interrogé Sophie spécifiquement sur ses cours de catéchisme ? Martin consulta ses notes. Oui, 3 jours avant sa disparition, j'ai parlé à Sophie de ses activités. Elle a dit qu'elle aimait les cours de catéchisme, qu'elle apprenait sur les saints et que le père Étienne était très intelligent. A-t-elle mentionné quelque chose à propos de secret ou de cacher quelque chose ? Non, selon mes notes. Martin continua à lire. Le jour de sa disparition, Sophie avait assisté à un cours de catéchisme de 15h à 15h50. Le père Étienne a confirmé qu'elle était présente et qu'elle n'avait montré aucun comportement inhabituel. J'en réfléchis à cette information. Qui d'autre était dans ces cours de catéchisme ? 12 enfants, âgés de 7 à 10 ans. Tous ont été interrogés. Aucun n'a signalé quoi que ce soit d'inhabituel. Inspecteur, hier, je suis allé à l'église avec cette clé. Le père Étienne semblait nerveux quand je la lui ai montrée. Martin examina à nouveau la clé. Quel type de serrure chercherais-tu avec cette clé ? J'ai fait des recherches. C'est le type de clé utilisé pour des coffres-forts, des archives confidentielles, des casiers de stockage. As-tu trouvé quelque chose dans l'église qui corresponde ? Non, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être que c'est dans un endroit que nous n'avons pas vérifié. Martin referma le dossier. Jean, je comprends ta frustration, mais 7 ans ont passé. Si Sophie avait été enlevée, nous aurions trouvé des preuves. Si elle avait été assassinée, nous aurions trouvé un corps. Et si elle avait découvert quelque chose que quelqu'un voulait garder secret, quelque chose d'assez important pour justifier sa disparition. Comme quoi ? Jean y avait pensé toute la nuit. Je ne sais pas, mais une fillette de 8 ans ne cache pas une clé dans son sac à dos sans une raison importante. Martin se leva et marcha vers la fenêtre. Jean, je vais être honnête avec toi. J'ai travaillé sur ce cas par intermittence pendant 7 ans. J'ai envisagé toutes les possibilités. L'explication la plus probable reste que Sophie s'est perdue dans les landes et que les animaux sauvages. Jean l'interrompit. Cette note prouve qu'elle a anticipé un danger. Elle savait que quelque chose pouvait lui arriver. Martin retourna à son bureau. D'accord. Je vais rouvrir officiellement l'enquête. Mais il faut que tu comprennes que les preuves physiques sont limitées après tout ce temps. Que pouvons-nous faire ? D'abord, je vais interroger à nouveau le père Étienne, cette fois spécifiquement sur la clé et la note. Ensuite, je vais examiner tous les registres de l'église de cette époque. Enfin, je vais chercher dans les bases de données s'il y a des rapports similaires dans d'autres communautés. J'en ressentis un mélange d'espoir et d'appréhension. Penses-tu que nous trouverons des réponses ?
Je ne peux rien te promettre, mais si Sophie a laissé cet indice intentionnellement, nous le suivrons jusqu'où il nous mènera. Cet après-midi-là, Martin se rendit à l'église Saint-Émilion. Le père Étienne était dans son bureau, préparant le sermon du dimanche. « Père Étienne, je dois vous parler de Sophie Dubois. »« Bien sûr, inspecteur. Jean m'a montré une clé qu'il a trouvée hier. »« Exactement. Je rouvre officiellement l'enquête. Pouvez-vous me dire tout ce dont vous vous souvenez de Sophie au cours de ces dernières semaines ici ?» Le père Étienne s'ajusta dans son fauteuil. Sophie était une élève exceptionnelle, très intelligente. Elle posait des questions profondes sur la foi. Elle semblait plus mature que les autres enfants de son âge. Quel genre de questions posait-elle? Des questions sur le bien et le mal, sur pourquoi Dieu permet que des choses mauvaises arrivent, sur les secrets et la confession. Martin nota le mot secret. A-t-elle mentionné un secret spécifique? Les enfants parlent toujours de secrets. Ce sont généralement des choses innocentes, comme des surprises pour leurs parents ou de petites bêtises. Mais Sophie a mentionné quelque chose de précis. Le père Étienne sembla réfléchir. Je me souviens qu'une fois, elle m'a demandé s'il était péché de garder un secret, si ce secret pouvait faire du mal à quelqu'un. Comment avez-vous répondu? Je lui ai dit que la vérité est toujours importante, mais que parfois, il faut de la sagesse pour savoir quand et comment dire la vérité. Martin prit des notes. Sophie semblait préoccupée par quelque chose pendant ces dernières semaines. Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais j'ai attribué cela au fait qu'elle mûrissait, qu'elle prenait la foi plus au sérieux. Y avait-il un endroit dans l'église où Sophie passait du temps seule? Parfois, elle restait après les cours pour aider à ranger ou poser des questions supplémentaires. Elle aimait la bibliothèque paroissiale. C'est une petite pièce derrière la sacristie. Nous y avons des livres religieux, des textes historiques sur l'église. Peu d'enfants s'y intéressent, mais Sophie, oui. Martin sentit que cela pouvait être important. Puis-je voir cette bibliothèque? Bien sûr. Le père Étienne conduisit Martin à travers la sacristie jusqu'à une porte que l'inspecteur n'avait pas remarquée la veille. La pièce était petite, avec des étagères contenant des centaines de livres anciens. A-t-il quelque chose ici qui nécessite une clé? Pas à ma connaissance. Mais certains de ces livres sont ici depuis des décennies. Il est possible qu'il y ait des archives ou des boîtes que je n'ai pas examinées complètement. Martin examina la pièce systématiquement. Dans un coin, il y avait un vieux bureau en bois. Il avait 3 tiroirs. Les 2 du haut s'ouvraient librement, contenant du papier, des stylos et des fournitures de bureau de base. Le tiroir du bas était verrouillé. « Qu'y a-t-il dans ce tiroir ?» demanda Martin. Le père Étienne s'approcha. « Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu la clé. J'ai supposé qu'il contenait des documents de l'ancien prêtre. » Martin sortit la clé que Jean avait trouvée. Le numéro 247 correspondait à un petit numéro gravé sur la serrure du tiroir. « Père Étienne, je crois que nous avons trouvé ce que Sophie voulait que nous trouvions. » La clé tourna doucement dans la serrure. Martin ouvrit le tiroir pendant que le père Étienne observait, sa respiration visiblement altérée. Le tiroir contenait une vieille boîte à chaussures et plusieurs enveloppes Kraft scellées. Martin sortit la boîte en premier. Elle était remplie de photographies en noir et blanc, certaines datées des années 1990. « Reconnaissez-vous ces photographies ?» demanda Martin. Le père Étienne Fournier s'approcha. Les premières photographies montraient des enfants dans ce qui semblait être des cours de catéchisme. Antoine Martin les examina une par une. À la 5e photographie, il reconnut Sophie Dubois. L'image montrait Sophie assise à une table, apparemment occupée à un projet. Mais ce qui attira l'attention d'Antoine était l'expression sur son visage. Ce n'était pas le sourire typique d'une fillette de 8 ans. Elle semblait sérieuse, inquiète, presque effrayée. « Quand cette photographie a-t-elle été prise ?» demanda Antoine. « Je ne sais pas », répondit le père Étienne. « Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais ouvert ce tiroir. » Antoine continua à examiner les photographies. Il y en avait plusieurs de différents enfants, tous apparemment lors de sessions de catéchisme ou d'activités paroissiales, mais quelque chose de troublant se dégageait de nombreuses images. Les enfants ne semblaient pas participer à des activités religieuses normales. Dans une photographie, un garçon était encadré par un homme adulte qu'Antoine ne reconnut pas. L'homme avait ses mains sur les épaules de l'enfant d'une manière qui semblait inappropriée. « Qui est cet homme ?» demanda Antoine en montrant la photographie au père Étienne. Le prêtre étudia l'image. « Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être le père Pierre Lefebvre, mon prédécesseur. » Quand le père Pierre a-t-il quitté Saint-Émilion? En décembre 1997, il a été transféré à une autre paroisse. Antoine fit un calcul mental. Le père Pierre avait été présent pendant les premières années de la vie de Sophie. Si ces photographies avaient été prises à Saint-Émilion sous son ministère,
elle pourrait expliquer pourquoi Sophie avait caché la clé. Antoine sortit les enveloppes Kraft du tiroir. La première contenait des documents manuscrits, apparemment des notes de confession ou de session de conseil. La seconde contenait ce qui semblait être des lettres. Il ouvrit la première enveloppe et commença à lire. Les notes étaient écrites dans une écriture différente de celle du père Étienne. Elles décrivaient des sessions avec plusieurs enfants de la communauté, incluant des détails intimes sur leur vie familiale, leurs peurs et leurs secrets. Une note mentionnait spécifiquement Sophie Dubois, SD, 7 ans. Très intelligente. Pose des questions difficiles. Nécessite une attention particulière. Parents travailleurs, peu de temps à la maison. Opportunité pour un accompagnement privé. Père Étienne, dit Antoine, il faut que vous veniez avec moi au commissariat. Nous devons parler de ce que nous venons de trouver. Inspecteur, je ne savais pas que ces documents étaient ici. Je ne les avais jamais vus auparavant. Je comprends, mais j'ai besoin d'une déclaration officielle et de votre aide pour identifier les personnes sur ces photographies. Antoine scella la boîte et les enveloppes comme preuve. En marchant vers la sortie de l'église, il remarqua que le père Étienne semblait extrêmement nerveux. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur le père Pierre, demanda Antoine. Seulement qu'il était un bon prêtre. La communauté le respectait. Pourquoi a-t-il été transféré? Le père Étienne s'arrêta. Inspecteur, les détails administratifs des transferts sacerdotaux sont confidentiels. Vous devriez parler au diocèse. Au commissariat de Saint-Émilion, Antoine appela Jean Dubois. Jean, il faut que tu viennes au commissariat. Nous avons trouvé ce que la clé ouvre. 1 heure plus tard, Jean étudiait les photographies et documents qu'Antoine avait découverts. Son expression changea radicalement lorsqu'il vit l'image de Sophie. Je ne l'avais jamais vue aussi sérieuse, dit Jean. Que se passait-il dans ses cours de catéchisme? C'est ce que nous devons découvrir, répondit Antoine. Sophie a-t-elle déjà mentionné le père Pierre? Jean réfléchit vaguement. Je me souviens qu'enfant, elle parlait du vieux prêtre et du nouveau prêtre, mais je n'ai jamais approfondi les différences entre eux. Antoine montra à Jean les notes concernant Sophie. Selon ces documents, le père Pierre considérait Sophie comme un cas particulier nécessitant un accompagnement privé. Jean sentit son sang se glacer. Êtes-vous en train de suggérer que le père Pierre a abusé de ma fille? Je suggère que nous devons enquêter sur cette possibilité. Ces photographies et notes suggèrent un schéma de comportement inapproprié avec plusieurs enfants. Jean examina les autres photographies. Il reconnut certains enfants comme des camarades de classe de Sophie ou des voisins du village. Inspecteur, l'un de ces enfants a-t-il signalé un problème? C'est une excellente question. Je vais contacter chaque famille. Antoine commença à passer des appels téléphoniques. Le premier fut à la famille Garnier, dont les jumeaux apparaissaient sur plusieurs photographies. Madame Garnier, ici l'inspecteur Martin. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur les expériences de vos enfants avec le père Pierre. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Inspecteur, pourquoi posez-vous des questions à ce sujet? Nous enquêtons sur certaines irrégularités. Vos enfants ont-ils déjà mentionné quelque chose d'inhabituel concernant le père Pierre? Inspecteur, mes enfants n'ont jamais voulu parler de leur dernier mois de catéchisme avec le père Pierre. Quand le père Étienne est arrivé, ils sont redevenus enthousiastes pour l'église. Ont-ils montré des changements de comportement pendant la période du père Pierre? Maintenant que vous le mentionnez, oui, surtout Lucas. Il est devenu renfermé. Il faisait des cauchemars. Nous pensions que c'était une phase. Antoine prit des notes détaillées. Madame Garnier, j'ai besoin que vous ameniez Lucas au commissariat demain. C'est important. Le second appel fut à la famille Renaud. Leur fille Émilie était dans la même classe de catéchisme que Sophie. Monsieur Renaud, j'ai besoin de vous poser des questions sur les expériences d'Émilie avec le père Pierre. Inspecteur, j'attendais que quelqu'un pose cette question un jour. Que voulez-vous dire? Émilie racontait des choses que nous ne voulions pas croire à l'époque. Nous pensions que c'était l'imagination d'une enfant. Quel genre de choses? Que le père Pierre avait des jeux spéciaux pour les enfants qu'il jugeait plus intelligents, que ces jeux étaient des secrets à ne pas révéler à leurs parents. Antoine sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Monsieur Renaud, j'ai besoin de parler à Émilie dès que possible. Après plusieurs appels supplémentaires, Antoine identifia un schéma cohérent. Au moins 6 familles signalèrent des changements de comportement chez leurs enfants durant les derniers mois du père Pierre à Saint-Émilion. Jean, dit Antoine, je pense que Sophie a découvert des preuves d'abus sexuels commis par le père Pierre. Elle a caché la clé parce qu'elle savait que l'information dans ce tiroir était importante. Mais pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle avait 8 ans et qu'elle avait probablement été menacée pour garder le silence. Les abuseurs sont experts pour manipuler les enfants afin qu'ils gardent des secrets. Jean se sentit malade. Si c'est vrai, où est Sophie maintenant?
Que lui est-il arrivé? C'est la question à 100 000 euros, répondit Antoine. Mais maintenant, nous avons une piste d'enquête réelle. Nous devons retrouver le père Pierre. Antoine contacta le diocèse de Bergerac, qui avait juridiction sur Saint-Émilion. Le secrétaire diocésain l'informa que le père Pierre Lefebvre avait été transféré à la paroisse de Sainte-Claire en janvier 1998. Est-il toujours à Sainte-Claire? Demanda Antoine. Non, inspecteur. Le père Pierre a été relevé de ses fonctions en 2003. Je crois qu'il a quitté complètement le sacerdoce. Avez-vous son adresse actuelle? Je devrais vérifier nos registres. Puis-je vous demander pourquoi vous avez besoin de cette information? J'enquête sur des allégations d'abus sexuels sur mineurs. Il y eut une longue pause. Inspecteur, je vais transférer votre appel à notre avocat diocésain. Cette nuit-là, j'en ne pus dormir à nouveau. Les images des photographies se répétaient dans son esprit. Sa petite Sophie avait découvert quelque chose de terrible et avait tenté de laisser des preuves pour que quelqu'un puisse trouver la vérité. Mais la question qui le tourmentait était, si Sophie avait découvert des preuves d'abus, cela signifiait-il qu'elle avait elle-même été victime? Et si elle avait été victime, que lui était-il arrivé lorsqu'elle avait essayé d'exposer la vérité? Le lendemain, Antoine reçut un appel de l'avocat diocésain, maître Jacques Bisset. Inspecteur Martin, je comprends que vous enquêtez sur des allégations contre le père Pierre. Correct. J'ai besoin de son adresse actuelle et de toute information sur les raisons de ces transferts. Inspecteur, je dois vous informer que le père Pierre est décédé en 2004. Crise cardiaque. Antoine sentit une porte importante se refermer. Que pouvez-vous me dire sur les raisons de son transfert de Saint-Émilion? Cette information est protégée par le privilège ecclésiastique. Maître Bisset, j'enquête sur la disparition d'une fillette de 8 ans. Toute information que vous pourriez fournir pourrait être cruciale. Il y eut une longue pause. Inspecteur, puis-je vous dire officieusement qu'il y avait des préoccupations concernant les méthodes du père Pierre avec les enfants, mais aucune accusation formelle n'a été portée? Quel genre de préoccupations? Des parents ont signalé que leurs enfants étaient réticents à assister au catéchisme. Certains enfants ont mentionné des activités inhabituelles, mais lorsqu'une enquête a été menée, ils n'ont fourni aucun détail spécifique. Et la réponse du diocèse a été de le transférer? La réponse a été de le transférer pour une évaluation plus approfondie et de l'éloigner de la situation pendant l'enquête. Quels ont été les résultats de cette enquête? Inspecteur, je ne peux pas divulguer plus d'informations sans une ordonnance judiciaire. Antoine savait qu'obtenir une ordonnance judiciaire pour des registres ecclésiastiques serait compliqué et prendrait du temps. Il décida de se concentrer sur les victimes vivantes. Cet après-midi-là, Lucas Garnier arriva au commissariat avec ses parents. Maintenant âgé de 15 ans, c'était un adolescent timide qui évitait le contact visuel. Lucas, dit Antoine doucement, j'ai besoin de te poser des questions sur tes expériences avec le père Pierre quand tu avais 8 ans. Lucas regarda ses parents avant de répondre. Pourquoi veux-tu savoir ça? Nous enquêtons sur la disparition de Sophie Dubois. Nous pensons qu'elle a peut-être découvert quelque chose d'important sur le père Pierre. Lucas se crispa visiblement. Sophie était mon amie. Elle disait toujours qu'on raconterait la vérité ensemble quand on serait plus grand. Quelle vérité, Lucas? Sur les jeux spéciaux, sur ce que le père Pierre faisait après le catéchisme avec certains d'entre nous. La mère de Lucas, Catherine Garnier, prit la main de son fils. Lucas, peux-tu dire la vérité? Tu n'as plus à garder de secret. Lucas commença à parler lentement. Le père Pierre disait que certains enfants étaient spéciaux, plus intelligents que les autres. Il nous invitait à rester après les cours pour des études avancées. Que se passait-il pendant ces études avancées? Au début, c'était juste des questions sur Dieu et la Bible, mais ensuite, il a commencé à poser des questions sur nos corps, sur si nous avions touché certaines parties. Antoine continua à prendre des notes pendant que Lucas décrivait un schéma de comportement qui évoluait progressivement, passant de questions inappropriées à un contact physique. Sophie participait-elle à ces études avancées? Oui, mais elle était différente. Elle posait des questions au père Pierre qui le rendaient nerveux. Une fois, elle lui a demandé pourquoi les jeux étaient secrets si nous ne faisions rien de mal. Comment le père Pierre a-t-il réagi? Il s'est mis très en colère. Il a dit que certains adultes ne comprendraient pas et que nos parents s'inquiéteraient inutilement. Après ça, il a commencé à rencontrer Sophie séparément. Antoine sentit un frisson lui parcourir le dos. Sais-tu ce qui se passait dans ces réunions séparées? Pas exactement, mais Sophie m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du père Pierre, quelque chose qui prouvait qu'il mentait sur les jeux. Tâté dit ce qu'elle avait trouvé. Elle a dit qu'il y avait des papiers et des photographies. Elle a dit qu'elle allait cacher quelque chose pour qu'un jour, nous puissions prouver la vérité. Antoine montra à Lucas la clé que Jean avait trouvée. Sophie Tâté mentionnait cette clé. Lucas hocha la tête.
Elle a dit qu'elle avait trouvé un endroit sûr pour garder des preuves. Elle a dit que quand nous serions plus grands, nous pourrions utiliser ces preuves pour arrêter le père Pierre. Quand as-tu vu Sophie pour la dernière fois? C'était la veille de sa disparition. Elle était très nerveuse. Elle a dit que le père Pierre avait découvert qu'elle savait pour les photographies. Elle a dit qu'elle avait peur. L'entretien avec Émilie Renaud cet après-midi la révéla des détails similaires. Maintenant âgée de 15 ans, Émilie se souvenait vivement de ses expériences avec le père Pierre. Il était très intelligent pour nous manipuler, dit Émilie. Il nous faisait sentir spéciaux, choisis, mais il nous menaçait aussi subtilement. Quel genre de menace? Il disait que si nous révélions les secrets, nos familles souffriraient. Que Dieu punirait nos parents. Pour des enfants de 8 ans, ces menaces étaient terrifiantes. Sophie semblait-elle particulièrement préoccupée pendant ces dernières semaines? Oui, elle a dit qu'elle avait trouvé des photographies d'autres enfants, des enfants qui avaient été dans des classes précédentes. Elle a dit qu'elle devait faire quelque chose pour protéger les futurs enfants. Antoine interrogea 4 autres enfants au cours des 2 jours suivants. Tous rapportèrent des expériences similaires avec le père Pierre Lefebvre. Tous se souvenaient que Sophie avait été particulièrement courageuse pour confronter la situation. Le schéma qui émergeait était clair. Le père Pierre Lefebvre avait abusé systématiquement de plusieurs enfants à Saint-Émilion entre 1995 et 1997. Sophie avait découvert des preuves physiques de ces abus et les avait cachées dans le tiroir de la bibliothèque paroissiale. Mais la question cruciale restait, que s'était-il passé lorsque le père Pierre avait découvert que Sophie détenait des preuves? Antoine décida qu'il devait reparler au père Étienne. Cette fois, il avait des questions plus précises sur la transition entre les 2 prêtres. Il trouva le père Étienne à l'église, préparant la messe du soir. « Père Étienne, j'ai besoin de vous poser d'autres questions sur le père Pierre et son transfert. » Le père Étienne sembla résigné. « Inspecteur, je savais que ce jour arriverait un jour. » « Que voulez-vous dire ? » « Quand je suis arrivé à Saint-Émilion en janvier 1998, il y avait des rumeurs, des murmures parmi les familles, des enfants qui refusaient de participer aux activités de l'église. Et qu'avez-vous fait avec cette information ? J'ai signalé mes préoccupations au diocèse. On m'a dit que le père Pierre avait été transféré précisément à cause de ces préoccupations. Étiez-vous au courant des photographies et des documents dans le tiroir ? Le père Étienne baissa la tête. Je soupçonnais qu'il pourrait y avoir des preuves quelque part, mais je n'ai jamais cherché activement. Je pensais qu'il valait mieux laisser le passé enterré. Père Étienne, une fillette a disparu. Si vous aviez des soupçons sur des preuves, vous auriez dû enquêter. Inspecteur, vous devez comprendre la position dans laquelle je me trouvais. J'étais un jeune prêtre, nouveau dans la communauté. Accuser mon prédécesseur sans preuve concrète aurait détruit ma crédibilité et peut-être nui à l'église. Antoine étudia le visage du prêtre. Avez-vous parlé à Sophie spécifiquement du père Pierre ? Sophie m'a posé des questions sur lui pendant ses premières classes avec moi. Des questions sur si c'était normal que les prêtres prennent des photos des enfants, sur si les secrets étaient toujours nécessaires. Que lui avez-vous répondu ? Je lui ai dit que tout secret qui la mettait mal à l'aise n'était pas un secret que Dieu voulait qu'elle garde. Comment Sophie a-t-elle réagi à cette réponse ? Elle a semblé soulagée, mais elle m'a aussi demandé ce qui se passerait si elle avait des preuves que quelqu'un avait fait du mal à d'autres enfants. Antoine sentit qu'il approchait de quelque chose de crucial. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai dit que des preuves de crime devaient être remises aux autorités compétentes. Je lui ai dit que protéger les autres enfants était plus important que de garder des secrets. Sophie a-t-elle mentionné spécifiquement qu'elle avait des preuves ? Le père Étienne hésita. Inspecteur, voici ce que je n'ai jamais dit à personne. 3 jours avant sa disparition, Sophie m'a dit qu'elle avait trouvé des photographies montrant le père Pierre faisant du mal à d'autres enfants. Elle a dit qu'elle les avait cachées dans un endroit sûr. Et qu'avez-vous fait avec cette information ? Je lui ai dit de m'apporter les photographies pour que nous puissions contacter la police ensemble, mais elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour être sûre qu'elle serait en sécurité. En sécurité de quoi ? Elle a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre impliqué, quelqu'un qui était encore à Saint-Émilion et qui pourrait faire du mal à sa famille s'il découvrait qu'elle connaissait la vérité. Antoine sentit que toutes les pièces commençaient à s'assembler, mais d'une manière terrifiante. Père Étienne, Sophie a-t-elle mentionné qui était cette autre personne ? Pas directement, mais elle a dit que c'était quelqu'un en qui les gens avaient confiance, quelqu'un qui avait aidé le père Pierre à garder les secrets. L'implication était claire. Il y avait eu un réseau de silence à Saint-Émilion, et au moins une autre personne avait été impliquée dans la dissimulation des abus du père Pierre. Antoine convoqua une réunion urgente avec Jean et Marie Dubois. Il leur présenta toutes les informations qu'il avait recueillies au cours des dernières semaines. Nous pensons que Sophie a découvert des preuves que le père Pierre avait abusé de plusieurs enfants, peut-être même d'elle-même, expliqua Antoine. Mais nous pensons aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre impliqué dans la dissimulation de ces crimes. Marie se couvrit le visage de ses mains.
Notre petite fille essayait de protéger d'autres enfants. C'est exactement ce que nous pensons, répondit Antoine. Mais la question est, qui d'autre était au courant des abus et a aidé à les dissimuler? Jean avait étudié la liste des personnes qui avaient eu un contact régulier avec les enfants du catéchisme. Inspecteur, avez-vous envisagé le docteur Louis Moreau, le médecin du village? Oui, Louis Moreau était le médecin de famille de la plupart des enfants qui participaient au catéchisme. Si le père Pierre abusait d'eux, certains auraient eu besoin de soins médicaux. Antoine se rappela que le docteur Moreau avait été vaguement mentionné dans le dossier original comme quelqu'un qui avait aidé à la recherche de Sophie. Que savez-vous du docteur Moreau? Il est le médecin du village depuis plus de 20 ans, répondit Jean. Il a une excellente réputation. Tout le monde lui fait confiance. Exactement le type de personne que Sophie aurait décrit comme quelqu'un en qui les gens ont confiance, murmura Antoine. Cet après-midi-là, Antoine rendit visite à la clinique du docteur Louis Moreau. Le médecin, âgé de 55 ans, le reçut dans son bureau après avoir fini avec ses patients. Inspecteur Martin, en quoi puis-je vous aider? Docteur Moreau, je rouvre l'enquête sur la disparition de Sophie Dubois. J'ai quelques questions sur la période où elle a disparu. Bien sûr, ce fut une tragédie terrible pour notre communauté. Docteur, vous souvenez-vous d'avoir traité des enfants pour des blessures ou des problèmes de santé liés à des abus sexuels entre 1997 et 1998? L'expression du docteur Moreau changea subtilement. Inspecteur, c'est une question très précise. Pourquoi posez-vous cette question? Nous avons découvert des preuves que le père Pierre a peut-être abusé de plusieurs enfants pendant cette période. Le docteur Moreau se renversa dans son fauteuil. Inspecteur, si j'avais traité des cas d'abus, j'aurais été légalement tenu de les signaler aux autorités. Et l'avez-vous fait? Je ne me souviens pas d'avoir traité des cas spécifiques d'abus pendant cette période. Antoine étudia la réaction du médecin. Il y avait quelque chose dans son langage corporel qui suggérait de la nervosité. Docteur, j'ai des témoignages de plusieurs enfants, maintenant adolescents. Ils décrivent des expériences qui auraient nécessité des soins médicaux. Êtes-vous sûr de n'avoir jamais traité aucun de ces enfants? Inspecteur, je ne peux pas divulguer d'informations médicales spécifiques sans une ordonnance judiciaire appropriée. Docteur Moreau, connaissiez-vous personnellement le père Pierre? Bien sûr, c'était le prêtre de notre communauté. Nous nous rencontrions occasionnellement lors d'événements communautaires. Avez-vous déjà discuté de cas spécifiques d'enfants que vous traitiez tous les deux professionnellement? Le docteur Moreau hésita. Inspecteur, je ne comprends pas où vous voulez en venir avec ces questions. Docteur, j'essaie de comprendre si vous étiez au courant des activités du père Pierre et si vous avez pris des mesures appropriées. Inspecteur, si vous avez des accusations spécifiques à faire, je vous suggère d'apporter des preuves concrètes et des ordonnances judiciaires appropriées. Antoine se rendit compte qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations du docteur Moreau sans une pression légale supplémentaire, mais la réaction défensive du médecin avait confirmé ses soupçons. Cette nuit-là, Antoine décida de parler à Lucas Garnier de ses expériences médicales pendant la période concernée. Lucas, te souviens-tu d'avoir consulté le docteur Moreau pour un problème de santé lié à ce que le père Pierre t'a fait? Lucas hocha la tête lentement. Oui, ma mère m'a emmené parce que j'avais des problèmes après une des sessions avec le père Pierre. Quel genre de problème? Des douleurs, des saignements. Ma mère pensait que j'avais une infection. Qu'a dit le docteur Moreau? Il a dit que c'était normal, que les enfants avaient parfois ce genre de problème. Il m'a donné des médicaments et m'a dit de ne pas m'inquiéter. T'a-t-il posé des questions sur les causes spécifiques de tes symptômes? Oui, j'étais très effrayé, alors je lui ai parlé des jeux du père Pierre. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Qu'a dit le docteur Moreau quand tu lui as parlé des jeux? Il a dit qu'il comprenait, qu'il savait pour ces jeux. Il a dit que le père Pierre essayait de nous aider à grandir et à devenir plus matures. A-t-il dit autre chose? Il a dit qu'il était important de garder les jeux secrets parce que d'autres personnes ne comprendraient pas. Il a dit que si je parlais, ma famille pourrait avoir des problèmes avec l'Église. Antoine avait maintenant des preuves claires que le docteur Louis Moreau non seulement savait pour les abus, mais avait activement participé à leur dissimulation. Le lendemain, Antoine obtint une ordonnance judiciaire pour fouiller les dossiers médicaux du docteur Moreau. Lorsqu'il arriva à la clinique avec l'ordonnance, il trouva que le docteur Moreau n'était pas là. « Où est le docteur ?» demanda Antoine à la réceptionniste. Il a dit qu'il avait une urgence familiale et qu'il serait absent pour une durée indéterminée, répondit la femme. Il est parti hier soir. Antoine fouilla le bureau du docteur Moreau avec l'aide de techniciens médico-légaux. Dans un dossier verrouillé, ils trouvèrent des dossiers d'au moins 8 enfants qui avaient été traités pour des symptômes compatibles avec des abus sexuels entre 1996 et 1998. Chaque dossier contenait des notes minimisant les symptômes et des explications protégeant le père Pierre. Aucun rapport n'avait été fait aux autorités de protection de l'enfance, comme l'exigeait la loi. Plus troublant encore, ils trouvèrent un dossier séparé sur Sophie Dubois.
Les notes indiquaient que le docteur Moreau avait traité Sophie pour un traumatisme psychologique lié à des secrets de confession 3 semaines avant sa disparition. Les notes du docteur Moreau révélaient que Sophie lui avait parlé des photographies qu'elle avait trouvées. Le médecin avait écrit « possède des preuves physiques qui pourraient compromettre l'opération. Nécessite une intervention immédiate ». La dernière entrée dans le dossier de Sophie était datée du 14 août 1999, un jour avant sa disparition. SD refuse de remettre les preuves. A menacé de contacter les autorités. Situation critique. Consultez PL sur les options. Antoine lança immédiatement une recherche de la camionnette du docteur Moreau. Elle fut retrouvée abandonnée à l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord. Les registres de vol montraient que Louis Moreau avait pris un vol pour Bordeaux la nuit précédente. Nous devons le retrouver, dit Antoine à son équipe. C'est notre seul lien vivant avec ce qui est arrivé à Sophie. Jean et Marie reçurent la nouvelle concernant le docteur Moreau avec choc et horreur. Nous lui faisions entièrement confiance, dit Marie. Quand Sophie a disparu, il a été l'une des personnes qui nous ont le plus réconfortés. Il nous a même proposé des médicaments pour nous aider à dormir. C'était sa stratégie, expliqua Antoine. Restez proche de vous pour surveiller l'enquête et s'assurer que vous ne découvriez pas la vérité. Inspecteur, dit Jean, si le docteur Moreau savait que Sophie avait des preuves et si ces preuves menaçaient à la fois le père Pierre et lui-même, alors ils avaient un motif très fort pour faire disparaître Sophie définitivement. Antoine compléta, c'est exactement ce que je pense. Cette nuit-là, Antoine émit un mandat de recherche nationale pour le docteur Louis Moreau pour entrave à la justice, dissimulation d'abus sur mineurs et suspicion d'enlèvement. Mais la question qui tourmentait tout le monde était, si le docteur Moreau avait fui après 7 ans, cela signifiait-il que Sophie était encore en vie tout ce temps, ou simplement qu'il avait finalement réalisé que la vérité était sur le point d'éclater? La recherche du docteur Moreau s'intensifia lorsqu'Antoine reçut un appel de la police fédérale. Ils avaient retrouvé la trace du médecin jusqu'à un hôtel à Bordeaux, mais lorsqu'ils étaient arrivés pour l'arrêter, il s'était déjà enfui. Il a quitté l'hôtel à 4 heures du matin, rapporta l'agent François Dupont. Le personnel de l'hôtel a dit qu'il semblait très nerveux et qu'il passait des appels téléphoniques toute la nuit. Avez-vous obtenu les registres de ces appels? Oui, la plupart étaient à des numéros internationaux. Nous traçons les destinations. Antoine savait que chaque heure qui passait réduisait les chances de capturer le docteur Moreau, mais il savait aussi qu'un homme désespéré pouvait commettre des erreurs. Agent Dupont, je veux que vous mainteniez une surveillance sur tous les aéroports et les passages frontaliers. Cet homme est notre seul lien vivant avec une fillette disparue. Pendant ce temps, Antoine continua à interroger les victimes du père Pierre. Émilie Renaud fournit un détail crucial lors de sa seconde entrevue. Inspecteur, il y a autre chose dont je me souviens à propos de Sophie. La veille de sa disparition, elle m'a dit qu'elle avait parlé à quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui lui avait promis de l'aider à remettre les preuves en toute sécurité. A-t-elle mentionné qui c'était? Elle a dit que c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui pouvait la protéger du père Pierre et du docteur. Antoine consulta les registres téléphoniques de la famille Dubois pour août 1999. Il trouva plusieurs appels entrant dans les jours précédant la disparition de Sophie, y compris un appel de 30 minutes l'après-midi du 14 août. Le numéro correspondait à celui du docteur Louis Moreau. Jean, dit Antoine, j'ai besoin que tu te souviennes exactement de ce qui s'est passé l'après-midi du 14 août. Sophie a-t-elle reçu un appel téléphonique? Jean réfléchit. Oui, je me souviens que quelqu'un a appelé. Sophie a répondu au téléphone. Elle a parlé assez longtemps, ce qui était inhabituel pour elle. As-tu entendu quelque chose de la conversation? Juste la fin. Sophie a dit quelque chose comme « D'accord, je t'apporterai les photos demain ». Ensuite, elle a raccroché et est montée dans sa chambre. Sophie semblait-elle nerveuse ou effrayée après cet appel? Maintenant que j'y pense, oui, ce soir-là, elle n'a pas voulu dîner. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. L'image devenait plus claire pour Antoine. Le docteur Moreau avait appelé Sophie, probablement en prétendant vouloir l'aider. Il lui avait demandé d'apporter les photographies en promettant de la protéger, mais au lieu de la protéger, il avait orchestré sa disparition. Le lendemain, Antoine reçut des nouvelles de la recherche du docteur Moreau. L'agent Dupont l'appela depuis Périgueux. Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose d'important à l'hôtel de Bordeaux. Le docteur Moreau a laissé des documents dans sa chambre, apparemment par accident. Quel genre de documents? Des dossiers médicaux, mais pas de sa pratique à Saint-Émilion. Il semble provenir d'une clinique privée à Périgueux. Et il y a autre chose. Une lettre inachevée adressée à quelqu'un nommé Sophie. Antoine sentit son cœur s'arrêter. Que dit la lettre? Elle demande pardon. Elle dit qu'il n'a jamais voulu que les choses aillent si loin. Elle mentionne un endroit appelé Maison de l'Espoir à la périphérie de Périgueux. Agent Dupont, j'ai besoin que vous alliez à cette adresse immédiatement et que vous me teniez informé de chaque développement. Antoine réunit son équipe et se dirigea vers Périgueux.
Pendant le trajet, il appela Jean pour l'informer de l'avancée. Jean, nous avons peut-être trouvé une piste sur l'endroit où se trouve Sophie. Il faut que tu sois prêt à tout. Est-elle vivante? Demanda Jean d'une voix brisée. Nous ne le savons pas encore, mais nous allons le découvrir. Maison de l'Espoir se révéla être une institution privée pour enfants ayant des problèmes de santé mentale. Elle était située dans une zone rurale, entourée de hauts murs et avec une sécurité stricte. L'agent Dupont et son équipe arrivèrent sur place en même temps qu'Antoine. La directrice de l'institution, Dr Claire Beaumont, les accueillit avec une nervosité évidente. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda la Dr Beaumont. « Nous recherchons le Dr Louis Moreau et peut-être une fillette nommée Sophie Dubois », expliqua Antoine. L'expression de la Dr Beaumont changea radicalement. « Inspecteur, je dois parler à notre avocat avant de répondre à vos questions. » Docteur Beaumont, nous avons des mandats de perquisition. Nous allons fouiller cette installation, avec ou sans votre coopération. La directrice les conduisit à son bureau tout en appelant son avocat par téléphone. Antoine remarqua qu'il y avait des dossiers spécifiques sur son bureau, comme si elle avait anticipé cette visite. Docteur, dit Antoine, avez-vous une patiente nommée Sophie Dubois? Après une longue pause, la docteure Beaumont hocha la tête. Oui, mais inspecteur, vous devez comprendre que c'est un cas très compliqué. Est-elle vivante? Oui, elle est vivante. Antoine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Où est-elle maintenant? Dans le pavillon de traitement intensif. Mais, inspecteur, Sophie est ici depuis 7 ans. Sa condition mentale est fragile. Que voulez-vous dire? Quand elle est arrivée ici, elle avait subi un traumatisme sévère. Le docteur Moreau nous a dit qu'elle avait été témoin d'un crime violent et qu'elle avait développé une amnésie dissociative comme mécanisme de défense. Antoine échangea un regard avec l'agent Dupont. Le docteur Moreau l'a amenée ici? Oui. Il a dit qu'elle était sa patiente et qu'elle avait besoin d'un traitement spécialisé. Il a dit que sa famille était morte dans un accident de voiture et qu'il était son tuteur légal. Docteur Beaumont, cette fillette n'est pas orpheline. Ses parents la recherchent depuis 7 ans. La directrice pâlit. Inspecteur, si ce que vous dites est vrai, alors nous avons été victimes d'une fraude élaborée. J'ai besoin de voir Sophie immédiatement. La docteure Beaumont les conduisit à travers plusieurs couloirs jusqu'au pavillon de traitement. Antoine vit à travers une fenêtre une adolescente de 15 ans assise sur une chaise, regardant par la fenêtre. Elle avait de longs cheveux châtains et une expression absente. C'est Sophie, dit la directrice. Mais, inspecteur, vous devez savoir qu'elle ne se souvient pas de sa vie avant d'arriver ici. Elle ne se souvient pas de sa famille, de son nom d'origine, ni des circonstances de son arrivée. Antoine étudia l'adolescente. Elle avait grandi, changé, mais il pouvait voir les traits de la fillette de 8 ans sur les photographies. Quel nom utilise-t-elle ici? Nous la connaissons comme Marie. Marie Moreau. Le docteur Moreau a dit qu'elle était sa nièce. Quand le docteur Moreau l'a-t-il visitée pour la dernière fois? Il est venu hier matin très tôt, il semblait très perturbé. Il a parlé avec Marie pendant plus d'1 heure. Après son départ, elle a eu une crise d'anxiété sévère. Antoine prit son téléphone et appela Jean. Jean, nous avons trouvé Sophie. Elle est vivante. Le cri de joie de Jean résonna à travers le téléphone. Elle va bien? Quand pouvons-nous la voir? Jean, il faut que je te prépare. Sophie a été institutionnalisée pendant 7 ans. Elle ne se souvient pas de sa vie précédente. Ce sera un processus difficile. Peu importe. Nous voulons juste la récupérer. Antoine termina l'appel et se tourna vers la docteure Beaumont. J'ai besoin de parler avec Sophie, avec Marie, et j'ai besoin de tous les dossiers liés à son traitement. Inspecteur, sa condition est très délicate. Tout choc émotionnel pourrait déclencher une crise. Docteur, cette fillette a été séparée de sa famille pendant 7 ans sur la base de mensonges. Je pense qu'il est temps de commencer le processus de réintégration. Quand Antoine entra dans la chambre de Sophie, elle leva les yeux. Ses yeux montraient un mélange de curiosité et d'appréhension. Bonjour, dit Antoine doucement. Je m'appelle Antoine. Je suis policier. Suis-je en problème? Demanda Sophie avec une voix qui semblait plus jeune que ses 15 ans. Non, tu n'es pas en problème. Je suis ici pour t'aider. Antoine s'assit sur une chaise en face d'elle. Te souviens-tu de quoi que ce soit sur ta vie avant d'arriver dans cet endroit? Sophie secoua la tête. Les docteurs disent que j'ai eu un accident, que j'ai perdu ma famille. Et si je te disais que ta famille est vivante et qu'elle te cherche depuis 7 ans? Les yeux de Sophie se remplirent de confusion et de ce qui aurait pu être de l'espoir. Jean et Marie arrivèrent à Maison de l'Espoir le lendemain. Antoine les avait préparés à ce qu'ils pourraient trouver, mais rien n'aurait pu vraiment les préparer à revoir leur fille après 7 ans. Sophie était assise dans le jardin de l'institution, accompagnée d'une psychologue.
Elle était passée d'une fillette de 8 ans à une adolescente de 15 ans. Ses cheveux étaient plus longs, son visage avait perdu la rondeur enfantine, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Marie commença à pleurer dès qu'elle vit sa fille. Jean la soutint, essayant de garder sa propre contenance. « Comment devons-nous procéder » demanda Jean à la docteure Beaumont. « Très progressivement. Marie, Sophie, ne se souvient pas de sa vie précédente. Introduire trop d'informations d'un coup pourrait être traumatisant. » La psychologue, docteur Isabelle Laurent, s'approcha d'abord de Sophie. « Marie, il y a des gens qui veulent te rencontrer. Ils disent qu'ils te connaissaient quand tu étais petite. » Sophie leva les yeux et vit Jean et Marie debout à quelques mètres. Quelque chose changea dans son expression, une lueur de reconnaissance qui s'évanouit rapidement. « Est-ce que je les connais » demanda Sophie. Marie s'approcha lentement. « Bonjour, mon amour. Je suis Marie. C'est la première fois que je te vois depuis de nombreuses années. » Sophie étudia le visage de Marie. « Es-tu ma maman ?»« Oui, ma chérie. Je suis ta maman. » Jean s'approcha également. « Je suis ton papa, Jean. Nous t'avons cherché pendant très longtemps. » Sophie regarda entre deux, son expression montrant de la confusion et un peu de peur. « Mais le docteur Moreau a dit que ma famille était morte. Il a dit que j'étais orpheline. »« Le docteur Moreau a menti, » dit Jean doucement. « Nous n'avons jamais cessé de te chercher. » La session dura seulement 30 minutes, mais elle fut émotionnellement intense pour tout le monde. Sophie montra des signes de reconnaissance intermittente, surtout lorsque Marie chanta une berceuse qu'elle lui chantait quand elle était petite. « Puis-je rentrer à la maison avec vous » demanda Sophie à la fin de la session. « Nous voulons cela plus que tout au monde » répondit Marie. « Mais les docteurs disent que nous devons y aller doucement pour s'assurer que tu vas bien. » Après la visite, Antoine se réunit avec l'équipe médicale de Maison de l'Espoir pour examiner le dossier complet de Sophie. Quand elle est arrivée ici en août 1999, elle était en état de choc sévère, expliqua la docteure Isabelle Laurent. Elle ne parlait pas, ne mangeait pas, faisait des cauchemars constants. Quel traitement a-t-elle reçu? Initialement, de la sédation et une thérapie de soutien. Ensuite, lorsqu'elle a développé une amnésie apparente, nous avons commencé une thérapie pour le traumatisme. Le docteur Moreau a insisté pour qu'on ne mentionne pas sa vie antérieure, car cela pourrait être trop traumatisant. Antoine examina les registres de médicaments. Sophie avait reçu des antipsychotiques et des anxiolytiques pendant des années. Ces médicaments auraient-ils pu contribuer à sa perte de mémoire? C'est possible, admit la docteure Laurent, surtout en combinaison avec le traumatisme psychologique. Pensez-vous que sa mémoire pourrait revenir? Avec un traitement approprié et une réintroduction progressive à sa vie antérieure, c'est tout à fait possible. Pendant ce temps, la recherche du docteur Moreau continuait. L'agent Dupont avait suivi sa trace jusqu'à la frontière avec l'Espagne, à Hendaye, mais le médecin avait réussi à passer avant qu'il ne puisse l'intercepter. Nous avons trouvé sa voiture abandonnée près de Hendaye, rapporta Dupont. Il y a des preuves qu'il a traversé la frontière à pied. Nous avons la coopération des autorités espagnoles. Oui, mais Moreau a plusieurs heures d'avance. Il pourrait être n'importe où en Europe maintenant. Antoine savait que capturer le docteur Moreau serait difficile, mais il avait quelque chose de plus important. Sophie était vivante et pourrait se rétablir complètement. Au cours des semaines suivantes, Jean et Marie rendirent visite à Sophie quotidiennement. Chaque visite montrait de petits signes de progrès. Sophie commença à se souvenir de fragments de son enfance, la couleur de sa chambre, le nom de son chien, les chansons que Marie lui chantait. C'est comme si les souvenirs étaient enfouis, mais pas perdus, expliqua la docteure Laurent. La thérapie et le contact avec vous les font remonter progressivement. Un mois après les retrouvailles, Sophie eut son premier souvenir clair des événements qui avaient conduit à sa disparition. J'étais dans le jardin de derrière, dit-elle à la docteure Laurent pendant une session de thérapie. Quelqu'un m'a appelé par téléphone. C'était le docteur Moreau. Il a dit qu'il avait besoin de voir les photographies, qu'il allait m'aider. Quelles photographies? Les photographies du père Pierre. Les photographies qui montraient ce qu'il faisait aux autres enfants. Que s'est-il passé après l'appel téléphonique? Sophie ferma les yeux, se concentrant. Je suis allé chercher les photographies. Je les avais cachées dans mon sac à dos, mais après, tout devient flou. C'est bien, tu n'as pas à tout te rappeler d'un coup. Je me souviens d'être dans une voiture. Le docteur Moreau conduisait. Il a dit que nous allions dans un endroit sûr, que mes parents viendraient après. Te souviens-tu d'autre chose ce jour-là? Je me souviens que j'avais peur. Très peur. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Cette session marqua un tournant dans la récupération de Sophie. Les souvenirs commencèrent à revenir plus rapidement, bien qu'en fragments désordonnés. Elle se rappela les cours de catéchisme avec le père Pierre, les jeux spéciaux,
les photographies qu'elle avait trouvées dans le bureau du prêtre. Elle se souvint d'avoir caché la clé dans son sac à dos comme une assurance. Je savais que si quelque chose m'arrivait, quelqu'un finirait par trouver la clé, dit-elle à Antoine lors d'un entretien soigneusement supervisé. Je voulais que la vérité éclate. Sophie, tu es très courageuse, lui dit Antoine. Ce que tu as fait a aidé à protéger d'autres enfants. Le père Pierre est-il en prison? Le père Pierre est mort il y a plusieurs années, mais nous recherchons le docteur Moreau. Sophie devint sérieuse. Le docteur Moreau m'a dit que mes parents étaient morts. Il m'a dit que si j'essayais de me souvenir de ma vie antérieure, je deviendrais folle. C'était un mensonge cruel, répondit Antoine. Tes parents n'ont jamais cessé de te chercher. 2 mois après les retrouvailles, Sophie reçut l'autorisation de passer des week-ends à la maison avec Jean et Marie. Les visites furent un succès, Sophie montrant de plus en plus de signes de la personnalité qu'elle avait avant sa disparition. C'est comme si elle se réveillait d'un très long sommeil, dit Marie à Antoine. Chaque jour, elle est un peu plus elle-même. A-t-elle mentionné plus de détails sur le docteur Moreau? Oui. Elle se souvient qu'il visitait Maison de l'Espoir régulièrement, surtout quand elle commençait à se souvenir de choses. À chaque fois après ces visites, les docteurs augmentaient ses médicaments. Antoine documenta soigneusement chaque détail que Sophie se rappelait. Chaque fragment de mémoire renforçait le dossier contre le docteur Moreau s'il parvenait à le capturer. Mais l'essentiel était que Sophie était vivante, en voie de rétablissement, et bientôt, elle serait complètement à la maison avec sa famille. 3 mois après les retrouvailles, alors que Sophie continuait son rétablissement et passait de plus en plus de temps à la maison, Antoine reçut un appel inattendu. Inspecteur Martin, ici le colonel Michel Leclerc de la police nationale d'Espagne. Nous avons des informations sur le docteur Louis Moreau. L'avez-vous capturé? Pas exactement. Il est à l'hôpital général de Bayonne. Il a tenté de se suicider hier soir. Antoine ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Est-il conscient? Oui, mais il est sous surveillance médicale stricte. Il dit qu'il veut vous parler, à vous spécifiquement. Je viens immédiatement. Antoine prit le premier vol disponible pour Bayonne. Pendant le vol, il réfléchit à tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois. Sophie se rétablissait, mais il restait encore des questions sans réponse sur ce qui s'était exactement passé le jour de sa disparition. L'hôpital général de Bayonne était une grande structure austère. Antoine trouva le docteur Moreau dans une chambre de l'aile psychiatrique, connectée à des moniteurs et sous garde policière. À 55 ans, Louis Moreau semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques mois. Ses cheveux étaient entièrement gris, il avait perdu beaucoup de poids, et ses yeux montraient l'épuisement de quelqu'un qui avait fui à la fois physiquement et émotionnellement. Inspecteur Martin, dit Moreau lorsqu'Antoine entra dans la chambre. Merci d'être venu. Docteur Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, entrave à la justice et dissimulation d'abus sur mineurs. Je sais, et je suis prêt à tout confesser. Antoine activa son enregistreur. Docteur, vous avez droit à un avocat. Je ne veux pas d'avocat. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 7 ans. Il est temps que la vérité sorte complètement. Très bien. Racontez-moi ce qui s'est passé le 15 août 1999. Moreau ferma les yeux et commença à parler. Sophie m'a appelé 2 jours avant. Elle a dit qu'elle avait des photographies montrant le père Pierre abusant d'enfants. Elle a dit qu'elle allait les apporter à la police. Et qu'avez-vous fait? J'ai paniqué. Le père Pierre et moi avions travaillé ensemble pour garder secret ce qui s'était passé. J'avais traité les enfants qu'il avait blessés, mais au lieu de signaler les abus, j'aidais à les dissimuler. Pourquoi? Au début, c'était de la lâcheté professionnelle. J'avais peur des implications légales de ne pas avoir signalé les abus dès le départ. Mais ensuite, Pierre m'a menacé. Il avait des photographies de moi dans des situations compromettantes avec certains enfants. Antoine sentit son estomac se nouer. Vous avez aussi abusé des enfants? Pas physiquement, mais Pierre m'avait impliqué dans des sessions où il faisait des choses pendant que je les examinais soi-disant médicalement. Il m'a dit que si je parlais, il dirait que j'étais tout aussi coupable. Continuez avec ce qui s'est passé le 15 août. J'ai appelé Sophie. Je lui ai dit que je voulais l'aider, que nous pouvions travailler ensemble pour s'assurer que le père Pierre soit puni correctement. Je lui ai demandé de m'apporter les photographies. Où vous êtes-vous rencontrés? Dans ma clinique après les heures de consultation. Sophie est arrivée avec une petite boîte contenant des photographies et quelques documents qu'elle avait pris dans le bureau de Pierre. Que contenaient les photographies? Des images explicites de Pierre avec plusieurs enfants de la communauté, y compris Sophie elle-même. Il y avait aussi des documents montrant que d'autres membres de l'Église étaient au courant de ce qui se passait. Qu'avez-vous fait avec les photographies? Je les ai détruites immédiatement. Je lui ai dit que c'était pour protéger la vie privée des autres victimes, mais en réalité, c'était pour me protéger moi-même.
Comment Sophie a-t-elle réagi? Elle a immédiatement réalisé que je l'avais trahi. Elle a essayé de partir, mais je ne pouvais pas la laisser faire. Elle savait qu'elle irait directement à la police. Antoine se pencha en avant. Qu'avez-vous fait exactement? Je lui ai donné un sédatif. Je lui ai dit que c'était pour calmer ses nerfs, mais la dose était suffisante pour la faire perdre conscience. Ensuite, je l'ai emmenée à Maison de l'Espoir. J'avais des contacts là-bas à travers mon travail. Je leur ai dit qu'elle était ma nièce orpheline, qu'elle avait subi un traumatisme sévère. Je leur ai dit qu'elle avait développé une amnésie dissociative et que toute tentative de lui faire se souvenir de son passé pourrait être dangereuse. Pourquoi Maison de l'Espoir a-t-elle accepté votre histoire sans vérification? Parce que j'avais une réputation solide comme médecin, parce que je les ai généreusement payés, et parce que je leur ai fourni des documents falsifiés qui soutenaient mon histoire. Antoine continua à enregistrer pendant que Moreau fournissait des détails spécifiques sur la manière dont il avait maintenu Sophie à Maison de l'Espoir pendant 7 ans. Sophie a-t-elle jamais retrouvé ses souvenirs pendant ces années? Plusieurs fois, elle montrait des signes de se souvenir de sa vie antérieure. Chaque fois que cela arrivait, je visitais l'institution et ajustais ses médicaments. Je disais au personnel que ces souvenirs étaient des hallucinations traumatiques qui pourraient nuire à son progrès. N'avez-vous jamais envisagé de la laisser partir? Moreau commença à pleurer. Tous les jours, mais je savais aussi que si Sophie revenait et se souvenait de la vérité, cela signifiait la prison à vie pour moi. Au début, je pensais que ce serait pour quelques mois, jusqu'à ce que l'affaire se tasse, mais les mois se sont transformés en années. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous fui maintenant? Parce que vous avez trouvé la clé. Sophie avait été plus intelligente que je ne le pensais. Même à 8 ans, elle avait laissé des preuves de secours. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Antoine arrêta temporairement l'enregistreur. Docteur Moreau, réalisez-vous l'ampleur de ce que vous avez fait? Vous avez séparé une fillette de sa famille pendant 7 ans. Vous avez fait croire à ses parents qu'elle était morte. Je le réalise pleinement, et je comprends que je mérite toute punition que je recevrai. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Juste ceci, Sophie était extraordinairement courageuse. À 8 ans, elle était prête à affronter des adultes puissants pour protéger d'autres enfants. Ce que je lui ai fait est impardonnable. Antoine relança l'enregistreur et continua à documenter les détails de la confession de Moreau. Le médecin fournit des informations spécifiques sur les comptes bancaires qu'il avait utilisés pour payer Maison de l'Espoir, les documents falsifiés qu'il avait créés, et les contacts qu'il avait utilisés pour garder Sophie cachée. Docteur Moreau, êtes-vous prêt à répéter cette confession devant un tribunal? Oui, je veux plaider coupable à tous les chefs d'accusation. Je ne veux pas de procès, je veux juste que cela se termine. Y a-t-il d'autres victimes dont je devrais être informé? D'autres cas similaires? Non, Sophie a été la seule fois où je suis allé aussi loin. C'était la seule fois où la panique m'a conduit à enlever quelqu'un. Antoine termina l'entretien après 3 heures. Il avait une confession complète expliquant exactement ce qui était arrivé à Sophie et pourquoi, mais il savait aussi que, bien qu'ils aient résolu le mystère, le mal causé à Sophie et à sa famille était incommensurable. 7 ans de vie perdue, 7 ans de traumatisme, 7 ans d'une famille brisée. Au moins maintenant, Sophie pouvait commencer à guérir véritablement, en sachant exactement ce qui s'était passé et pourquoi. La confession du docteur Moreau devint une nouvelle nationale. Les médias français couvrirent largement l'histoire de Sophie Dubois, la fillette qui avait disparu en essayant d'exposer des abus sexuels sur mineurs et qui avait été retrouvée vivante 7 ans plus tard. Antoine retourna à Saint-Émilion avec des copies certifiées de la confession complète. Sa première étape fut la maison des Dubois, où Sophie passait une autre semaine d'essai à la maison. Jean, Marie, Sophie, dit Antoine en arrivant, j'ai des nouvelles sur le docteur Moreau. Ils s'assirent dans le salon familial, le même salon où, 7 ans plus tôt, Antoine avait pris le premier rapport sur la disparition de Sophie. Le docteur Moreau a confessé pleinement. Il a admis avoir enlevé Sophie, pour t'empêcher d'exposer les abus du père Pierre. Sophie, maintenant âgée de 15 ans, mais avec une maturité au-delà de son âge, hocha la tête. Que va-t-il lui arriver? Il sera extradé en France pour faire face à des accusations d'enlèvement, d'entrave à la justice et de dissimulation d'abus sur mineurs. Il a dit qu'il plaidera coupable à tous les chefs d'accusation. Combien de temps restera-t-il en prison, demanda Jean. Avec les chefs d'accusation auxquels il fait face, probablement pour le reste de sa vie. Marie prit la main de Sophie. Comment te sens-tu en sachant toute la vérité? Sophie réfléchit un moment. Étrangement, je me sens soulagée. Pendant des années, j'ai eu des cauchemars sur des choses que je ne pouvais pas complètement me rappeler. Maintenant, je sais que ce n'était pas juste des cauchemars, c'était des souvenirs. Au cours des semaines suivantes, d'autres aspects de l'affaire commencèrent à se résoudre. L'enquête d'Antoine avait révélé qu'au moins 6 enfants avaient été abusés par le père Pierre et que le docteur Moreau les avait tous traités sans signaler les abus,
comme l'exigeait la loi. Émilie Renaud, maintenant âgée de 15 ans comme Sophie, témoigna devant le grand jury formé pour enquêter sur l'affaire. Sophie était la plus courageuse d'entre nous, témoigna Émilie. À 8 ans, elle planifiait déjà comment exposer la vérité. Nous avions trop peur, mais elle n'a jamais abandonné. Lucas Garnier témoigna également. Je savais que Sophie avait caché des preuves. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un finirait par trouver les indices qu'elle avait laissés. Elle avait raison. L'affaire attira l'attention d'organisations de défense des droits des enfants à travers la France. Maison de l'Espoir fut minutieusement enquêtée, entraînant de nouvelles réglementations pour les institutions privées de santé mentale. La docteure Claire Beaumont, directrice de Maison de l'Espoir, fit face à des accusations de négligence professionnelle. Lors de son procès, il fut révélé qu'elle avait accepté des paiements significatifs du docteur Moreau pour maintenir Sophie sous sédation et isolée. Je savais que quelque chose n'allait pas, témoigna un infirmier de Maison de l'Espoir. Marie, Sophie, parlait souvent de ses parents, mais on nous disait que c'était des hallucinations. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait être des souvenirs réels. Sophie décida de témoigner au procès du docteur Moreau lorsqu'il fut extradé en France 3 mois plus tard. Je veux le faire, dit-elle à Antoine. Je veux qu'il comprenne l'impact de ce qu'il a fait, pas seulement à moi, mais à ma famille. Le jour du témoignage, Sophie se tint face au docteur Moreau au tribunal. Le médecin avait visiblement vieilli pendant son temps dans une prison espagnole. Il évitait le contact visuel avec Sophie. Docteur Moreau, dit Sophie d'une voix claire et forte, vous m'avez volé 7 ans de ma vie. Vous m'avez volé mon enfance, ma famille, mon identité. Mais vous n'avez pas pu voler mon esprit. J'avais 8 ans quand j'ai décidé qu'il était plus important de protéger d'autres enfants que de me protéger moi-même. Vous avez pensé que vous pourriez me faire taire, mais vous n'y êtes pas parvenu. La vérité trouve toujours un moyen de sortir. Le docteur Moreau s'effondra émotionnellement pendant le témoignage de Sophie. Je suis désolé, murmura-t-il à plusieurs reprises. Je suis tellement désolé. Vos excuses ne peuvent pas me rendre les années perdues, répondit Sophie, mais vous pouvez vous assurer que d'autres enfants soient protégés en confessant pleinement et en coopérant avec toutes les enquêtes futures. Le juge condamna le docteur Moreau à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Docteur Moreau, dit le juge lors de la sentence, vous avez violé la confiance la plus sacrée de votre profession. Vous avez trahi non seulement Sophie Dubois, mais toute votre communauté. Votre peine reflète la gravité de vos crimes et la nécessité de protéger la société des individus qui exploitent les plus vulnérables. Après le procès, Sophie commença à parler publiquement de son expérience. Elle devint porte-parole d'organisations travaillant à prévenir les abus sexuels sur mineurs. Mon histoire n'est pas unique, dit Sophie lors d'une conférence de presse. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent en silence parce que les adultes en qui ils ont confiance les trahissent. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent parler, qu'ils seront crus et que la justice est possible. L'église Saint-Émilion connut également des changements significatifs. Le diocèse mit en place de nouveaux protocoles pour la supervision des prêtres et pour le signalement des allégations d'abus. Le père Étienne Fournier, qui avait été pasteur pendant les 7 années de recherche de Sophie, organisa une messe spéciale pour honorer son courage et demander pardon pour les défaillances institutionnelles qui avaient permis les abus. Sophie Dubois nous a appris que le courage n'a pas d'âge, dit le père Étienne lors de son sermon. À 8 ans, elle a choisi la justice au détriment de sa propre sécurité. Son exemple doit nous inspirer tous à protéger les plus vulnérables de notre communauté. Jean et Marie fondèrent une association en l'honneur de Sophie pour aider les familles d'enfants disparus et financer des programmes de prévention des abus sur mineurs. Notre fille nous a été rendue, mais nous savons que beaucoup de familles n'auront jamais cette chance, dit Jean lors du lancement de l'association Sophie Dubois. Nous voulons utiliser notre expérience pour aider les autres. L'enquête mena également à la révision d'autres cas d'enfants disparus dans la région. Plusieurs cas furent découverts où des enfants avaient disparu après avoir signalé ou menacé de signaler des abus de la part de figures d'autorité. Antoine fut promu chef des détectives pour son travail sur l'affaire Dubois. Cette affaire m'a appris que nous ne devons jamais accepter qu'un cas soit clos, dit-il lors de la cérémonie de promotion. Sophie Dubois s'est assurée que la vérité finisse par éclater. Notre travail est de trouver ces vérités et d'agir en conséquence. 1 an après son sauvetage, Sophie avait fait des progrès extraordinaires dans son rétablissement. Elle était retournée à l'école, bien que dans un programme spécial tenant compte de ses années perdues d'éducation. C'est étrange, dit Sophie à sa thérapeute. J'ai l'impression d'avoir 2 vies, la fillette que j'étais avant 8 ans et la personne que je suis maintenant. J'apprends à intégrer les deux. A-t-il quelque chose qui te manque de ton temps à Maison de l'Espoir, demanda la thérapeute. La simplicité. Là-bas, je n'avais pas à penser au passé ou à l'avenir, mais je réalise aussi que cette simplicité était artificielle, basée sur des mensonges. Sophie Dubois, maintenant âgée de 20 ans, obtint un diplôme en psychologie à l'université de Bordeaux.
Sa thèse s'intitulait Résilience infantile dans les cas de traumatisme complexe, une étude de cas personnel. La cérémonie de remise des diplômes eut lieu par une journée ensoleillée d'août, exactement 12 ans après sa disparition. Jean et Marie étaient au premier rang, aux côtés de l'inspecteur Antoine Martin, qui était devenu une partie de la famille élargie des Dubois. « Je n'ai jamais pensé que je verrais ce jour », murmura Marie à Jean alors que Sophie montait sur le podium pour recevoir son diplôme. « Notre fille a toujours été extraordinaire », répondit Jean. Le traumatisme n'a pas pu changer cela. Après la cérémonie, la famille se réunit à la maison pour une célébration intime. Sophie avait également invité Émilie Renaud et Lucas Garnier, ses compagnons survivants, qui étaient devenus des alliés proches pendant son processus de guérison. « C'est incroyable de penser que 12 ans se sont écoulés depuis le début de tout cela, dit Émilie, maintenant étudiante en droit de 20 ans. Parfois, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Pour moi, c'était littéralement une autre vie, répondit Sophie. Mais j'ai appris que toutes nos expériences, même les plus douloureuses, nous façonnent de manière importante. Lucas, qui travaillait comme conseiller pour jeunes dans un centre communautaire, hocha la tête. Le travail que nous faisons maintenant a du sens parce que nous savons ce que c'est que de se sentir complètement impuissant. La conversation fut interrompue par un appel téléphonique. C'était maître Paul Simon, le procureur qui avait géré l'affaire contre le docteur Moreau. « Sophie, j'ai des nouvelles, dit Paul. Le docteur Moreau est mort en prison hier soir. Apparemment, une crise cardiaque. » Sophie reçut la nouvelle calmement. « Comment je me sens à ce sujet ? Honnêtement, un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce qu'il ne peut plus faire de mal à personne. Tristesse parce qu'il est mort sans avoir vraiment fait la paix avec ce qu'il a fait. Regrettes-tu de ne pas lui avoir reparlé après le procès ? Demanda Marie. Non, j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire au tribunal. Ma guérison ne dépendait pas de son repentir. Cet après-midi-là, Sophie visita l'église Saint-Émilion pour la première fois depuis plusieurs années. Le père Étienne, maintenant plus âgé et avec des cheveux gris, l'accueillit chaleureusement. Sophie, c'est merveilleux de te voir. Comment puis-je t'aider ? Père Étienne, je voulais vous remercier. Pendant toutes ces années, vous avez gardé vivante la mémoire de ce qui s'est passé ici. Vous vous êtes assuré que l'Église mette en place des changements réels. C'est toi qui as rendu ces changements possibles, répondit le prêtre. Ton courage d'enfant a changé cette communauté pour toujours. Sophie marcha dans les couloirs de l'église, où elle avait suivi des cours de catéchisme tant d'années auparavant. La bibliothèque paroissiale, où elle avait trouvé les photographies du père Pierre, avait été transformée en un centre de ressources pour les familles, avec des informations sur la prévention des abus et des services de soutien. Vous savez ce qui est le plus étrange, dit Sophie au père Étienne. Je ne ressens pas de rancune envers cette église. Je comprends que les institutions sont faites de personnes, et que certaines personnes commettent des erreurs terribles, mais d'autres, comme vous, travaillent pour s'assurer que ces erreurs ne se répètent pas. Le père Étienne la conduisit vers une petite plaque installée près de l'autel principal. Elle portait l'inscription, à la mémoire de tous les enfants qui ont souffert en silence et en l'honneur du courage de ceux qui parlent pour la vérité, que cette communauté soit toujours un lieu sûr pour les plus vulnérables. Le diocèse a approuvé cette plaque l'année dernière, expliqua le père Étienne. Elle ne mentionne pas de nom spécifique, mais tout le monde à Saint-Émilion sait qu'elle est inspirée par ton histoire. Sophie toucha la plaque doucement. J'aime qu'elle ne porte pas mon nom. Ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de créer un monde où les autres enfants sont protégés. Ce soir-là, la famille Dubois organisa un dîner spécial. Ils invitèrent non seulement Émilie et Lucas, mais aussi leur famille et l'inspecteur Antoine Martin avec son épouse. Je veux porter un toast, dit Jean en levant son verre de vin rouge. À Sophie, qui nous a appris que la vérité est plus puissante que la peur, à tous les enfants qui ont trouvé le courage de parler, et à la communauté qui a appris à écouter. Et à ceux qui nous ont aidés à retrouver notre chemin, ajouta Sophie en regardant Antoine. Inspecteur, vous n'avez jamais abandonné mon affaire. Tu ne m'as jamais donné le choix d'abandonner, répondit Antoine. Cette clé que tu as cachée était ta façon de t'assurer que la vérité finirait par éclater. Pendant le dîner, ils discutèrent des changements survenus à Saint-Émilion au cours des dernières années. L'association Sophie Dubois avait contribué à établir des programmes de prévention des abus dans les écoles de toute la région. Maison de l'Espoir avait été fermée, et son personnel enquêté, entraînant des réformes significatives dans la supervision des institutions de santé mentale. Vous savez ce qui me rend le plus fier, demanda Marie. Que les autres enfants de cette communauté savent maintenant qu'ils seront crus s'ils signalent un abus. Ils savent qu'il y a des adultes qui les protégeront. Émilie parla de son travail avec des organisations juridiques aidant les victimes d'abus. Sophie, ton affaire a établi des précédents importants. Les méthodes que tu as utilisées pour préserver les preuves sont maintenant enseignées dans les programmes de formation pour les travailleurs sociaux. Lucas partagea des histoires de son travail avec des jeunes à risque.
beaucoup des jeunes avec qui je travaille ont entendu ton histoire. Cela leur donne de l'espoir de savoir que la survie est possible, qu'ils peuvent reconstruire leur vie. Après le dîner, Sophie et ses parents s'assirent dans le jardin de derrière, le même endroit où elle avait disparu 12 ans plus tôt. « C'est étrange d'être ici », demanda Jean. « Au début, ça l'était », admit Sophie. « Mais maintenant, c'est juste notre jardin. » Les souvenirs terribles ont été remplacés par de nouveaux souvenirs heureux. Marie prit la main de sa fille. « Quels sont tes projets maintenant que tu as ton diplôme ? » « Je vais commencer un master en thérapie des traumatismes. Je veux me spécialiser dans le travail avec les enfants qui ont survécu à des abus. Je pense aussi à écrire un livre sur mon expérience, pas une autobiographie dramatique, mais un guide pratique pour les parents et les professionnels sur la façon de reconnaître les signes d'abus et de soutenir les survivants. » Jean sourit. « Notre fille, toujours en train de penser à aider les autres. C'est ce qui me permet de rester concentré sur l'avenir plutôt que sur le passé, répondit Sophie. Le lendemain, Sophie visita la tombe du père Pierre au cimetière de Saint-Émilion. C'était la première fois qu'elle y allait depuis son retour. La tombe était simple, sans fleurs ni visiteurs réguliers. Sophie se tint devant elle pendant plusieurs minutes, organisant ses pensées. « Je ne viens pas ici pour te pardonner, dit-elle à voix basse. Je viens pour te dire que tu n'as pas gagné. Tu pensais que tu pouvais me faire taire, mais ta mort n'a pas arrêté les conversations que tes abus ont déclenchées. Les enfants de cette communauté sont plus en sécurité maintenant parce que ton histoire a été révélée. » Sophie posa une petite pierre sur la tombe, une tradition qu'elle avait apprise en thérapie comme moyen de laisser aller le passé. « J'espère que tu trouves la paix dans la mort d'une manière que tu n'as pas pu dans la vie, » ajouta-t-elle avant de s'éloigner. Cet après-midi-là, Sophie rencontra l'inspecteur Antoine Martin dans son bureau pour une dernière entrevue qui serait incluse dans le dossier officiel de l'affaire Sophie Dubois. « Cela fait 5 ans que nous avons officiellement clos ton affaire, » dit Antoine. « A-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter au registre ? Je veux qu'il soit clair que mon histoire n'est pas unique. Pour chaque cas comme le mien qui attire l'attention publique, il y en a des dizaines qui restent dans le silence. Le vrai travail de protection des enfants se fait dans les conversations quotidiennes entre parents et enfants, dans les politiques scolaires, dans la formation des professionnels. Quel conseil donnerais-tu à d'autres survivants ? Que la guérison est possible, mais pas linéaire. Que les jours difficiles ne signifient pas que vous ne progressez pas. Et que raconter votre histoire, quand vous êtes prêt, peut être un outil puissant, à la fois pour votre propre guérison et pour protéger les autres. Et pour les familles d'enfants disparus ? Qu'ils n'abandonnent jamais, qu'ils gardent l'espoir vivant, même quand cela semble impossible. Ma famille a attendu 7 ans, et cette attente en valait la peine. Antoine ferma le dossier. Sophie, travailler sur ton affaire a changé ma perspective sur ce que signifie être policier. Cela m'a appris que notre travail ne s'arrête pas quand nous archivons un dossier, il s'arrête quand la justice est pleinement rendue. Inspecteur, vous m'avez rendu ma vie. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Ta vie est un paiement suffisant. Voir ce que tu as accompli, voir comment tu as utilisé ton expérience pour aider les autres, c'est ce qui rend ce travail précieux. 6 mois plus tard, Sophie publia son livre Voix dans le silence, un guide de survivants pour la défense des droits. Il devint une ressource standard pour les thérapeutes, les travailleurs sociaux et les organisations de protection de l'enfance en France et dans d'autres pays européens. Dans la dédicace, elle écrivit « À tous les enfants qui ont trouvé le courage de parler et aux adultes qui ont choisi d'écouter, que nos voix ensemble créent un monde où aucun enfant ne souffre en silence. » Le livre incluait des chapitres sur la reconnaissance des signes d'abus, des techniques de préservation des preuves adaptées à l'âge, et des stratégies de guérison à long terme. Il contenait également un répertoire de ressources pour les familles et les survivants. Émilie Renaud écrivit la préface « Sophie Dubois m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré la peur. » Son histoire montre que même les plus jeunes enfants peuvent être des agents de changement lorsqu'ils trouvent leur voie. Le lancement du livre coïncida avec l'ouverture du centre Sophie Dubois pour la prévention des abus sur mineurs à Saint-Émilion. Le centre offrait des services de conseil, des programmes éducatifs et des formations pour les professionnels. « Je ne voulais pas que mon nom soit sur le centre », expliqua Sophie lors de la cérémonie d'inauguration. Mais ils m'ont convaincu que mon histoire pourrait inspirer d'autres à chercher de l'aide.